Bonjour à tous. On est content de vous voir aussi nombreux cet après-midi pour ce webinar. Aujourd'hui, Lucas, qui est au marketing produit chez Hero, va vous parler de la géolocalisation in-app et des usages qu'il va être possible d'en faire au niveau du marketing. Et donc, comme vous le savez, la donnée de géolocalisation, elle est souvent soumise à la collecte d'un consentement. Donc moi, de mon côté, Antoine, je travaille chez Didomi et je vais vous parler des bonnes manières de collecter un consentement dans une application pour les données de géolocalisation. Donc on a prévu à peu près 40-45 minutes de webinar. Vous pouvez poser vos questions directement dans Livestorm dans l'onglet questions. Donc n'hésitez pas à en poser. Ne faites pas les timides, on y répondra à la fin. Donc pour commencer, on va vous en dire un petit peu plus sur qui nous sommes. Donc nous, Didomi, on est une entreprise française qui est spécialisée dans la collecte et la gestion des consentements. On peut résumer notre métier en trois grandes activités. La première, c'est d'être capable de collecter des consentements. Donc aujourd'hui, on va parler des consentements in-app, mais il faut savoir qu'on est capable de collecter les consentements sur à peu près tous les types de formats, que ce soit du web, des télés connectées, et même en offline, par exemple, sur la tablette d'un vendeur dans un magasin. Deuxième partie de notre activité, c'est le stockage et l'analyse des consentements. Donc on va stocker les consentements, déjà comme preuve, en cas de besoin, si jamais vous avez un contrôle de la CNIL, pour être capable de démontrer que vous avez bien effectivement collecté les consentements. Mais c'est également utile pour nos clients de pouvoir travailler dessus et ça va devenir vraiment une nécessité dans les mois, les années à venir, de pouvoir travailler sur cette collecte de consentement avec des outils d'analytics, d'A/B test, de manière à en faire un KPI pertinent pour le développement de l'entreprise et pouvoir l'améliorer. Et enfin, le dernier pan de notre activité, c'est être capable de restituer et diffuser les consentements. Donc les restituer à vos partenaires qui vont en avoir besoin, que ce soit pour de la mesure d'audience, du reciblage publicitaire, mais également pour vos clients, c'est-à-dire un utilisateur qui aurait donné son consentement et qui souhaite revenir sur son choix, il faut être capable de lui remontrer les choix qu'il a pu faire et de lui permettre de les modifier. Donc chez Didomi, on est une entreprise assez jeune. On a lancé l'activité il y a un petit peu plus d'un an et demi. Et en un an et demi, notre techno, elle a été déployée sur plus de 30 000 sites et applications. Ce qui veut dire que à l'échelle d'un trimestre, on va collecter les consentements pour à peu près 2 milliards d'appareils. Et là, plus récemment, on a des chiffres un petit peu plus récents sur les volumes de consentement qu'on va lire tous les mois, qu'on estime à 40 milliards à peu près. Donc ça, c'est en partie dû au fait que initialement, Didomi était la première cible qu'on a décidé d'adresser était le secteur des médias parce que ce sont vraiment c'est la typologie d'entreprise pour qui la plateforme de gestion des consentements pour les cookies a un aspect prépondérant dans les revenus. Donc on a commencé avec les médias, on est devenu leader auprès des médias en Europe en un an et demi, et donc on s'ouvre à d'autres verticales depuis peu, donc les telcos, le e-commerce, l'industrie. Maintenant, on accompagne vraiment tout type d'entreprise sur leurs besoins en gestion de consentement. Hop. Merci Antoine et bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à ce webinaire. Donc, comme Antoine a dit, je m'appelle Lucas Bréchot, je suis en charge du marketing produit à Archivo. Et à Archivo, nous sommes une société de géolocalisation qui permet aux éditeurs d'app de reconnaître de manière complètement anonyme le comportement des utilisateurs dans le monde physique. Donc, on va reconnaître des événements d'un utilisateur comme si cet utilisateur est dans un magasin, chez soi ou au travail, où on va pouvoir reconnaître des attributs un petit peu plus macro, comme si cet utilisateur est quelqu'un qui voyage souvent, quelqu'un qui reste à son lieu de travail tard, ou quelque chose qui indique son comportement dans le monde réel. Alors, on pense à notre solution en termes de 4 briques principales. Premièrement, une brique d'analyse qui va permettre de comprendre le comportement des utilisateurs dans le monde physique. Une brique de segmentation qui va permettre de grouper des utilisateurs selon leurs différents comportements. Une brique d'engagement qui va permettre aux éditeurs d'app de prendre des actions sur ces comportements dans le monde physique. Et puis bien sûr, une brique d'intégration qui va permettre d'exporter l'intelligence SEO dans les systèmes d'information existants de nos clients. Voilà. On a une particularité avec Io, c'est qu'on a commencé l'activité en 2007, donc il y a pas mal de temps. Et en fait, on a commencé comme une boîte
pour les smart cities, donc pour aider les villes à développer des systèmes innovants pour leurs citoyens. On a travaillé comme des villes comme Madrid, comme New York, pour améliorer leur système de transport et de mobilité, pour partager des informations citoyennes au bon moment. Et on a aussi testé des cas d'usage pour le guidage des malvoyants. Et puis, nous avons développé notre activité pour aussi mettre à profit notre solution pour des marques et des entreprises privées, pour que les départements marketing de ces entreprises puissent optimiser leur campagne d'acquisition en comprenant mieux le comportement de leurs utilisateurs, pour qu'ils puissent personnaliser leur communication à la fois en termes de contenu, mais aussi en termes de timing, donc quand est-ce que cette communication est déclenchée, pour mieux satisfaire le besoin utilisateur, et puis bien sûr aussi pour optimiser l'expérience de l'utilisateur dans l'app selon le contexte de l'utilisateur. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de la localisation mobile et du sujet du consentement au sein de la localisation mobile, car c'est pas de secret que dans les dernières années, la localisation a vraiment été un sujet à deux facettes. D'un côté, la localisation peut vraiment apporter énormément de valeur à l'utilisateur et aux applications. À gauche, j'ai pris comme exemple une expérience assez amusante que Burger King avait fait aux États-Unis en incitant leurs utilisateurs à aller dans un McDonald's pour qu'ils puissent bénéficier d'une promotion pour un Whopper qui est le produit phare de Burger King. Donc, il fallait que l'utilisateur aille chez McDonald's pour ensuite aller chez Burger King, ce qui a créé une campagne assez amusante et qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, qui a eu beaucoup de valeur pour les utilisateurs, on va dire positif. Mais d'un autre côté, il y a eu énormément d'abus sur la collecte de données de localisation, qui est bien sûr une donnée qui est extrêmement sensible et qui, lorsqu'elle n'est pas collectée de la bonne manière, est une énorme faille dans la confidentialité des utilisateurs. Et donc, ce qui va définir si une expérience de localisation est du côté gauche ou du côté droit de cette slide, c'est vraiment le consentement, à la fois dans sa définition légale, mais aussi dans la manière dont la géolocalisation est préparée au consentement. Et donc, on va vous en parler dans la prochaine heure de ce webinaire. Parfait. Donc, avant de parler plus précisément de ce qu'on peut faire avec la géolocalisation, on va faire un petit rappel sur des notions qui nous semblent essentielles. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Qu'est-ce qu'un consentement? C'est important pour bien démarrer vos projets de mise en conformité au niveau des applications. On a tendance à distinguer trois types de données qui peuvent se recouper. Le premier, c'est sur toutes les lèvres depuis mai 2018, c'est les données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? C'est une donnée qui va permettre d'identifier quelqu'un d'une manière directe, donc c'est-à-dire nom, prénom et adresse postale par exemple, mais ça peut également être une donnée qui permet d'identifier quelqu'un d'une manière indirecte, c'est-à-dire en regroupant avec d'autres informations, du style un identifiant unique ou une adresse IP. Ça va être considéré comme des données à caractère personnel aussi. Donc, beaucoup d'entreprises, pour contourner cet aspect données personnelles, décident d'anonymiser les données, mais il faut faire attention parce qu'une donnée anonymisée, c'est une donnée qui a subi un process irréversible en fait. Donc, on ne peut pas remonter sur l'identité de la personne, mais il faut savoir que très souvent, on ne va pas collecter une donnée anonyme. On va d'abord collecter une donnée à caractère personnel qu'on va ensuite anonymiser. Ce sont deux traitements bien distincts, ce qui veut dire que la phase initiale est quand même soumise à un consentement dans la mesure où, avant de savoir que ce n'est plus Julien Dupont, on a quand même collecté les informations de Julien Dupont. Donc, bien faire attention à cela. Et enfin, un dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est les données qu'on va considérer comme sensibles. En gros, ce sont toutes les données à caractère personnel qui vont au-delà de la simple donnée, entre guillemets. Ça va être tout ce qui va être lié à l'origine de la personne, la religion, la sexualité, la santé. À titre indicatif, par exemple, il y a l'application de rencontre Grindr qui est visée par plusieurs plaintes dans la mesure où elle a partagé des données qui sont extrêmement sensibles avec des partenaires sans informer les utilisateurs. Et là, on parle, à mon sens, de données extrêmement graves telles que la séropositivité des gens. Donc là, c'est pas anodin.
Donc, il faut vraiment faire extrêmement attention sur ce type de données et vraiment s'interroger si elles sont nécessaires. Donc, comme je vous le disais, les données à caractère personnel nécessitent un consentement. Un consentement, en lisant le RGPD, il y en a une définition qui est extrêmement claire. Il doit répondre à 4 critères cumulés. Le premier, c'est qu'il doit être libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de conditionner l'accès à une application ou un site à la collecte de données à caractère personnel non indispensables au service. Ensuite, le consentement, il doit être spécifique. C'est-à-dire que l'utilisateur, il doit pouvoir choisir quel traitement il accepte ou non, quelle finalité et quel partenaire. Le traitement, il doit également être éclairé, c'est-à-dire qu'on doit dire à l'utilisateur quelles données vont être collectées, qui va y avoir accès, pourquoi faire. Et enfin, le consentement, il doit respecter un caractère univoque. C'est probablement ce point qui alimente le plus de débats. Mais en gros, pour résumer les choses d'une manière extrêmement simple, il faut que l'utilisateur donne son consentement en son âme et conscience. Ça ne doit pas être un consentement obtenu d'une manière détournée. Voilà un petit échantillon des données qui sont souvent collectées dans une application. Très souvent, on va collecter l'adresse IP, le type d'appareil. Est-ce que c'est un iPhone? Est-ce que c'est un téléphone qui fonctionne sous Android? Sous quelle version sous quelle version il tourne? Et également des identifiants. Ça, c'est quasiment systématiquement recueilli. On parle de l'IDFA pour Apple, l'AAID pour Android. Ça va servir énormément à la monétisation des inventaires publicitaires. Donc, cette présentation, elle a aussi vocation à servir de guide si jamais vous avez des projets sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à réutiliser les éléments qu'on va pouvoir vous donner. Je pense que dans les bonnes pratiques qu'il faut souligner, c'est le premier point, c'est de dissocier les besoins de géolocalisation qui vont être nécessaires au fonctionnement de l'app des besoins de géolocalisation qui vont être liés à la monétisation via la pub, par exemple, ou aux actions marketing. Vous avez peut-être entendu parler des affaires, bon, ça remonte un petit peu maintenant, ça a 2 ans, Vectory, Timo, SingleSpot et consorts. La CNIL reprochait à ses partenaires de ne pas avoir fait le distinguo. Dans un cas très pratique, si vous éditez une application qui va permettre de louer des trottinettes pour rouler sur la route, évidemment, vous avez besoin de la géolocalisation de l'utilisateur pour qu'il puisse trouver les trottinettes qui l'entourent. En revanche, vous n'avez pas le droit d'envoyer ces données de géolocalisation à un partenaire qui va faire de la pub, par exemple, pendant le trajet de l'utilisateur avec la trottinette, sans son consentement. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Également, et ça, c'est pas lié uniquement aux données de géolocalisation, aux données in-app, c'est de s'interroger sur la durée de conservation des données. Est-ce que la donnée liée à un parcours d'achat ou à une position d'un utilisateur a encore du sens 3 ans après un achat? Donc, il faut faire attention quand même à prévoir des purges régulières au niveau des systèmes afin de ne pas garder cette donnée trop longtemps. D'ailleurs, il va certainement y avoir des dispositions de la CNIL qui vont aller dans ce sens prochainement. Donc, nous, on vous tiendra informé dans nos newsletters. Mais la CNIL va encadrer de plus en plus les durées de détention de données à caractère personnel des utilisateurs. Et enfin, ça, encore une fois, c'est plutôt généraliste comme constat, mais vraiment, il faut l'intégrer dans le mode de fonctionnement des entreprises maintenant. Et à titre individuel, est-ce qu'on peut légitimement s'interroger sur le fait qu'une application, que ce soit une application de météo ou tout autre, collecte des informations liées à mon lieu de travail, où je dépose mes enfants à l'école, où est-ce que je vais courir le week-end? Dans le monde des applications, bien souvent, il y a un adage qui fait foi, c'est que si le produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, il faut vraiment s'interroger là-dessus et être extrêmement vigilant en fait dans ce qu'on va déployer au sein des applications et savoir si c'est vraiment nécessaire ou pas. Donc, on a parlé du consentement. Comment on va le collecter? Et en fait, pour avoir des guidelines assez précises, le meilleur exercice, c'est de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire déjà. Donc là, en premier exemple, j'ai choisi de prendre une application où on promène des bonbons sur son smartphone. Et en gros, au premier téléchargement de l'app, voilà la modale qui s'affiche. Mise à jour de nos conditions. Pour continuer à jouer, vous devez confirmer que vous acceptez nos conditions d'utilisation et que vous avez lu notre politique de confidentialité
accepter ou accepter. Donc le consentement est-il libre? La réponse est non. On oblige l'utilisateur à accepter pour accéder à l'app. Le consentement est-il éclairé? Absolument pas, parce que même quand on va dans la politique de confidentialité, on n'a pas d'informations sur les partenaires à qui sont envoyées les données, le temps de traitement des données ou le temps de conservation. Le consentement est-il univoque? Absolument pas, dans la mesure où là, l'utilisateur, il a le choix entre accepter et accepter. Donc à aucun moment, c'est un consentement valide. Le consentement est-il considéré comme spécifique? Pas du tout, parce que on est sur un opt-in global, c'est-à-dire vous avez le choix entre accepter l'intégralité des finalités de traitement qu'on vous propose ou rien d'autre. Il n'y a pas d'alternative. Donc ça, c'est rigoureusement interdit. Un deuxième exemple que j'ai choisi, c'est une application qui peut paraître anodine. Ça permet d'analyser la qualité du sommeil. Donc, quand on télécharge l'application, à la première ouverture, on a cette modale où on a 2 pages de texte. Donc, il faut faire défiler un petit peu et en lisant, ce qu'il en ressort, c'est que vos données personnelles ne nous intéressent pas, on ne collecte pas d'informations, de données à caractère personnel, etc. Si vous voulez en savoir plus, allez sur notre politique de confidentialité. Donc là, on est redirigé sur un site internet en dehors de l'app. Enfin, et déjà, si on veut continuer d'aller sur l'app, on a le choix entre accepter en blanc l'intégralité de nos conditions ou n'utiliser pas l'application. Et si on regarde plus en détail ce qu'il est marqué dans la politique de confidentialité, on s'aperçoit que cette application va collecter les données d'adresse IP, l'identifiant de l'appareil, les caractéristiques, la géoloc, la version du système iOS. Et dans la politique de confidentialité, il est mentionné que ces données sont transférées à des tiers pour des besoins publicitaires, etc. Donc là, on n'a pas possibilité de s'y opposer. On ne sait pas à qui elles sont transférées. Et il faut savoir que là, on parle de données qu'on va considérer comme sensibles, dans la mesure où ce qui a la qualité du sommeil, par exemple, on peut assimiler ça à des données de santé. Donc là, la question qu'on peut légitimement se poser en tant qu'individu, pourquoi est-ce qu'un partenaire publicitaire ou Facebook ou une autre entreprise aurait besoin d'avoir accès à mes données de sommeil pour que cette appli puisse utiliser mes données? À moins de faire de la monétisation, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et du coup, voici quelques recos en matière d'implémentation. Donc j'ai choisi de prendre 2 exemples. Donc le premier, c'est monapp.fr. Vous pourrez admirer mes talents de designer. Et pour le deuxième exemple, j'ai choisi l'application GIF, qui est un de nos clients. Et pour 2 raisons. Déjà parce que j'aime beaucoup l'activité de cette entreprise, donc je vous invite à télécharger l'app. Ils ont une très bonne ligne de conduite. Et ensuite parce qu'ils sont exemplaires en matière de collecte de données personnelles. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va ouvrir l'application, il va voir cette bannière. Donc on est sur un système de boutons neutres. On ne va pas préaccepter les choix de l'utilisateur. Il peut librement tout accepter, tout refuser. Il a directement accès à la liste des partenaires à qui on va transmettre les informations. Et donc ce modèle-là, il est basé sur ce qu'on appelle le Transparency and Consent Framework. C'est un standard marché qui est établi par un organisme, un consortium de tout l'écosystème AdTech qui s'appelle l'IAB et qui est un petit peu un prérequis si vous souhaitez faire de la monétisation ou utiliser tous les outils standards du marché, que ce soit pour la mesure d'audience, la personnalisation du site, le reciblage. Dans le premier cas de mon app, on est sur un format un petit peu différent où là, on a décidé d'utiliser des finalités plus custom, donc au nombre de 4, mesure d'audience, géolocalisation, personnalisation du contenu et publicité personnalisée. Et là encore, le choix de l'utilisateur, il est neutre, on ne va pas préaccepter pour lui, et l'utilisateur a directement accès à la liste des partenaires qui peuvent avoir accès aux données à caractère personnel. Donc voilà, au-delà le RGPD, ça a été vécu comme une contrainte par beaucoup d'entreprises. Je pense que c'est plutôt le moyen de se remettre en question et de réfléchir un petit peu à la manière dont sont organisées les entreprises. Pendant des années, on a massivement collecté de la donnée utilisateur. Maintenant, on permet à l'utilisateur d'avoir la main dessus. Respectez ça. Le consentement d'un utilisateur, c'est devenu quelque chose d'important et je pense que ça devrait être utilisé dans la gouvernance de l'entreprise. Ça devrait être un KPI de premier ordre. C'est un petit peu le reflet du capital confiance qu'un utilisateur peut donner dans une marque.
Si j'ai confiance dans cette entreprise, dans cette appli, je vais leur laisser l'accès à mes données personnelles parce que je vais gagner en qualité de service. Si c'est une app en qui j'ai absolument pas confiance, je vais fermer le robinet et je vais donner le minimum d'infos qui me concernent. Hop. Donc, rapidement, il va y avoir quelques changements cette année en termes d'obligations par la CNIL. Donc là, c'est pas au niveau du RGPD, c'est l'interprétation qu'on a faite la CNIL, donc c'est propre au marché français. Donc, d'ici le mois de juillet, le consentement doit être spécifique, éclairé, univoque. Donc ça, c'est pas nouveau, mais la CNIL ne fait que le confirmer, et c'est d'ici juillet 2020 que ça doit être mis en place. Et ce qui est nouveau, c'est que là, maintenant, une entreprise doit être capable d'apporter la preuve que les consentements ont bien été collectés. Donc ça, c'est une nouveauté. Si vous travaillez avec des partenaires pour gérer les consentements, assurez-vous que ce soit bien une fonctionnalité qu'ils proposent. Tac. Donc ça, je ne vais pas m'attarder sur ce slide-là parce que c'est un projet de recommandation qui est énormément retardé. C'est la photo Covid, ça c'est la bonne excuse du moment. Hop. Mais voilà, ce slide-là, il est extrêmement intéressant parce que la CNIL a été très transparente. Elle a publié son programme de contrôle pour 2020 qui va s'axer autour de 3 priorités. Les cookies et les traceurs. Donc ça, c'est une partie, c'est des moyens utilisés pour collecter des données à caractère personnel sur des sites ou des applications. Les données de géolocalisation. Est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce qu'un consentement est bien collecté? Et enfin, les données de santé. Donc, tout le monde est prévenu. C'est aux entreprises de prendre leurs dispositions maintenant. Hop. Et donc, concrètement, qu'est-ce que toutes ces nouvelles mesures vont avoir comme impact dans votre entreprise? Le premier, c'est que les individus vont reprendre la main sur leurs données. Ils vont avoir plus de choix. Ça, il faut le prévoir, ça va avoir un impact parce que prochainement, les utilisateurs vont pouvoir refuser plus facilement que ça n'a été fait par le passé. Donc, les taux de consentement risquent de baisser un petit peu à l'avenir. Ça va avoir un impact sur la performance du reciblage, de la mesure d'audience, etc. Mais ça veut aussi dire que les entreprises vont devoir s'appuyer sur des outils de plus en plus aboutis pour être capables de travailler sur cette donnée-là. Donc, nous, on accompagne beaucoup d'entreprises là-dessus, mesurer des taux d'opt-in et faire en sorte de les améliorer en travaillant le wording, le moment de la collecte, tout l'aspect expérience utilisateur. On travaille dessus et on est capable d'avoir de très bons résultats à ce niveau-là. Hop. Et Lucas, je vais te laisser la main du coup. Merci beaucoup Antoine. Bon, c'est un super sujet sur lequel rebondir parce que effectivement, nous, ce qu'on a observé depuis quelques années, durant lesquelles il y a eu pas mal de restrictions sur la collecte de la géolocalisation, etc., c'est que l'impact sur l'opt-in dépendait énormément de la manière dont les applications traitaient le consentement pour la collecte de géolocalisation. C'est-à-dire que pour nous, en fait, le sujet de la géolocalisation, c'est pas vraiment un sujet de oui ou non, est-ce que c'est bien ou mal, est-ce que c'est utile ou pas utile. C'est vraiment un sujet de comment, pourquoi, quelle est la valeur pour l'utilisateur, etc. Et ça va avoir, se poser ces bonnes questions va avoir beaucoup plus d'impact sur l'opt-in des utilisateurs. Donc justement, je vous propose de passer les 5 questions qu'on se pose à Hio quand on pense à un cas à une application qui collecte la géolocalisation. Alors, premièrement, c'est pourquoi faire. Alors ça, bien sûr, ça va varier d'une app, d'un secteur à l'autre. Il y a plein d'applications de la géolocalisation pour les apps mobiles. Il y a le Drive to des utilisateurs à des magasins, il y a optimiser des opérations ou les livraisons, il y a créer des expériences dans des situations précises, par exemple une application de networking qui veut faire apparaître quelque chose quand l'utilisateur est dans un événement. Il peut y avoir une application qui veut tout simplement améliorer sa compréhension utilisateur, ou bien une application qui veut augmenter ses revenus publicitaires. On va parler un petit peu du modèle de revenus publicitaires, mais je dois dire que dans le cas de Hero, les données que nous collectons sont propriétaires à nos clients. Donc en fait, nous, on ne partage pas du tout d'informations à des parties tierces. Et du coup, on ne peut pas vraiment parler du modèle de revenus publicitaires parce qu'on n'a jamais fait. Mais je pense que c'est quand même intéressant de le mentionner de temps en temps dans ces questions. Donc la deuxième question, et je pense que c'est peut-être même la plus importante, c'est quelle est la valeur pour l'utilisateur? Toute
usage de la géolocalisation doit avoir une valeur pour l'utilisateur. Antoine a commencé à en parler dans une slide précédente. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour une application de météo de collecter votre lieu de domicile, votre lieu de travail? Ben, la réponse est non s'il n'y a pas de valeur pour vous. S'il y a une valeur pour vous, alors elle doit être clairement... enfin, déjà, les durées de stockage peuvent être minimisées, etc. Ça, on va y venir. Mais aussi, cette valeur pour l'utilisateur doit être un petit peu le socle sur lequel votre stratégie de collecte d'informations se base. C'est-à-dire que je prends un exemple concret. Donc, par exemple, on travaille à une application d'anti-gaspi qui s'appelle Phoenix, qui permet aux utilisateurs de collecter des paniers de nourriture autour d'eux. La valeur de la géolocalisation dans ce cas précis, c'est de montrer les magasins qui sont disponibles autour de l'utilisateur. Donc, concrètement, la valeur pour l'utilisateur, c'est quoi? C'est quand il va rechercher un panier, quand il va faire cette recherche, il va trouver plus facilement parce que la sélection va être adaptée à sa localisation. Et du coup, un bon moment où demander la géolocalisation, c'est peut-être au moment où l'utilisateur fait une recherche. Donc ça, c'est un exemple sur comment est-ce qu'une stratégie de collecte peut être adaptée, peut être ciblée autour de cette valeur pour l'utilisateur. On a fait une étude et on a vu que 73% des Français déclarent être plus enclins à partager leur localisation s'ils comprennent vraiment quelle est la valeur pour eux. Et c'est quelque chose que nous avons honnêtement vraiment observé chez nos clients aussi. Troisième question, c'est quel niveau d'identification? Donc c'est là où ça devient un petit peu plus technique, mais très très important dans la manière dont la géolocalisation est traitée par les applications mobiles. Quand on pense à la géolocalisation, en général, on pense un peu au screenshot en haut à droite. Donc, d'un tracé, d'un parcours très, très ciblé d'un utilisateur sur une carte où on peut voir toute la journée d'un utilisateur, ce qu'il fait, etc. Ça, en réalité, c'est pas nécessaire. Il y a énormément de cas d'usage pour lesquels ce niveau de granularité des données n'est pas du tout nécessaire pour réaliser l'objectif. Et ça, il faut vraiment intégrer le fait que la géolocalisation doit être minimale pour le cas d'usage souhaité. Et c'est là où des services comme Hio ou d'autres SDK de géolocalisation vont pouvoir aider les applications mobiles à vraiment collecter l'information d'une manière qui fait du sens pour le cas d'usage souhaité. Donc, on a pas mal de techniques pour faire ça. On a ce qu'on appelle le local processing. Le local processing, ça veut dire garder l'information localement, dans l'application mobile. Donc, ça veut dire que, par exemple, si le cas d'usage, c'est d'envoyer une information quand quelqu'un commence à faire du vélo, eh ben, c'est pas évident que l'information de gens commencent à faire du vélo doivent être remontées sur des serveurs et doivent être stockées quelque part. On peut tout simplement déclencher quelque chose dans l'application, et puis après remonter sur un serveur le fait que ce message a été déclenché, et du coup collecter le nombre de messages envoyés à telle date, à telle heure, etc. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, et si vous avez des questions, je serais ravi d'approfondir un petit peu le sujet. Le but, c'est vraiment de communiquer le moins d'informations sensibles possible pour exposer le moins possible les données à caractère personnel des utilisateurs. Donc, une deuxième technique, c'est l'anonymisation. C'est le fait qu'on n'est pas obligé de savoir que Jean a commencé à faire du vélo. Donc là, Antoine a un petit peu mentionné le sujet du EDFA et du AID. Le but, c'est donc d'anonymiser ces données dans un identificateur qui ne peut pas être utilisé pour identifier l'utilisateur autre part. Et la troisième méthode, c'est l'agrégation. Et donc ça, c'est très, très important. C'est lorsqu'une application collecte la géolocalisation de ses utilisateurs, pendant combien de temps est-ce que cette application va garder les données brutes? Est-ce que c'est les données brutes qui sont au niveau de l'utilisateur qui vont être le plus sensibles? Alors qu'en réalité, la plupart du temps, les applications ont tout simplement besoin des agrégats. Ils ont besoin de savoir, comme vous pouvez voir dans le petit graphique à droite, la part de leurs utilisateurs qui se baladent en voiture, qui se baladent en moto, etc. Donc, dans ce graphique à droite,
on n'a plus de données à caractère personnel. On a supprimé les données brutes et ça a donné lieu juste à ce camembert qui donne des analyses à l'application. Donc ça, c'est primordial, cette notion d'identification pour baser sa collecte de consentement sur la base, comme on revient derrière, sur la base d'un cas d'usage, pourquoi est-ce qu'on le fait, quelle est la valeur pour l'utilisateur, et comment, c'est important aussi d'informer l'utilisateur sur comment est-ce qu'on fait, et de rassurer l'utilisateur sur le fait que ces données à caractère personnel ne sont pas partagées de manière complètement libre. Voilà. Un autre sujet, c'est quand géolocaliser. Donc ça, on rentre un petit peu plus dans la technique, mais pareil, quand on veut optimiser une livraison, est-ce qu'on géolocalise quand l'application est ouverte, quand elle est fermée, les deux, à quelle fréquence est-ce qu'on géolocalise? Il y a bien sûr ce rapport entre la précision de la géolocalisation et la consommation de la batterie. Donc ça, des services comme Hio peuvent moduler la précision de la collecte de géolocalisation selon différents contextes de l'utilisateur pour s'assurer en fait qu'elle est optimale par rapport au cas d'usage. Donc si on veut juste savoir qu'un utilisateur est dans un magasin, on va optimiser la détection d'utilisateurs en magasin et après peut-être calmer la collecte de géolocalisation quand l'utilisateur est dans un autre contexte. Et, question centrale, pendant combien de temps est-ce qu'on a pendant combien de temps est-ce qu'on doit géolocaliser? Encore une fois, je pense que de plus en plus, il ne faut pas penser à la géolocalisation comme un sujet de oui ou non, mais plutôt de comment. Et donc, on peut même se demander si les éditeurs d'app dans le futur ne pourront pas demander la géolocalisation pour une période très précise. C'est-à-dire dire qu'on fait une campagne à un utilisateur et qu'on veut rappeler à l'utilisateur d'utiliser l'app lorsqu'il va en magasin. On n'a pas forcément besoin de le faire pendant 5 ans. On peut le faire pendant 3 mois. Une fois que l'utilisateur a compris, on peut arrêter. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut, je pense qu'il faut ramener un peu plus de pragmatisme dans la collecte de géolocalisation, et c'est en se posant ces questions qu'on y arrive. Bon, dernier sujet, c'est avec quels moyens. Donc, je pense pas qu'il est très utile d'aller dans le détail des différentes technologies de localisation, le Bluetooth, la triangulation cellulaire et le GPS. C'est des technologies avec différents niveaux de précision. Les éditeurs d'app peuvent soit le faire manuellement, c'est-à-dire avoir un développeur qui va coder et optimiser la collecte de la géolocalisation pour différents appareils téléphoniques, pour différentes versions d'opérateurs système. Ou sinon, il y a des services comme le nôtre qui optimisent la collecte de l'information et les méthodes utilisées pour avoir en fait un niveau complètement homogène d'intelligence sur tous ces utilisateurs. Voilà, donc là, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre des exemples concrets, donc de prendre des cas appliqués d'applications, soit avec lesquels on a travaillé, soit qu'on a inventé, pour justement se poser ces questions pour ces différents cas. Donc, premièrement, on peut penser à une application, je le mentionnais tout à l'heure, une application de networking, de réseau professionnel, qui veut mettre en relation des utilisateurs de l'app lorsqu'ils se trouvent au même événement. Donc ça, c'est le pourquoi la géolocalisation est utilisée. Quelle est la valeur pour l'utilisateur? Bon, ça, c'est assez simple. C'est l'utilisateur, il va vouloir faire valoir son réseau, mettre à profit son réseau dans un événement professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être déclenché quand l'utilisateur fait une recherche pour son réseau ou quelque chose comme ça. On peut lui demander ou que l'utilisateur est sur une page d'événement. Du coup, là, lui demander la géolocalisation pour lui demander la prochaine fois que tu es dans un événement professionnel, souhaites-tu être mis en relation avec ton réseau? Le but, c'est le moins possible demander d'office à l'utilisateur dès qu'il y a une update de l'app, tiens, est-ce que tu veux partager ta géolocalisation? Je pense que dans beaucoup de cas, ce que ça entraîne, ça, c'est, sauf si le lien entre la géolocalisation et l'app est complètement transparent, mais dans le cas échéant, ce que ça entraîne, c'est un utilisateur qui ne comprend pas vraiment pourquoi la géolocalisation est utilisée et qui du coup va avoir un avis plus négatif.
Quel niveau d'identification? Et bon, donc ça, on peut se demander si l'information... donc ça, il y a un caractère vraiment très personnel, parce qu'il y a deux personnes qui sont mises en relation, mais on peut se demander pendant combien de temps est-ce que cette donnée va être stockée. Comment et à quelle fréquence géolocaliser? Donc ça, on conseillerait de augmenter la fréquence de géolocalisation lorsque l'utilisateur est autour des événements disponibles dans l'app, et après de vraiment calmer la fréquence de la géolocalisation quand l'utilisateur est ailleurs, parce que ça ne concerne pas le cas d'usage qui a été présenté à l'utilisateur. Voilà, tout ça, on pourra commenter dans la section dédiée aux questions de ce webinaire si vous avez des questions. Exemple numéro 2, donc ça, on en a déjà un petit peu parlé, c'est le cas d'usage que nous faisons pour Phoenix, une application anti-gaspi. Donc ça, c'est une application dans le domaine du retail qui souhaite adapter le contenu de l'app. Donc dans le cas de Phoenix, c'est les restaurants qui sont disponibles en fonction de ce qui se trouve aux alentours de l'utilisateur. Donc ça, la valeur, on en a déjà un petit peu parlé, ça va permettre à l'utilisateur de rechercher plus facilement les paniers qui sont disponibles autour de lui ou elle. Quel niveau d'identification? Et ben, donc ça, on peut se demander en fait si vraiment cette information doit être remontée sur des serveurs, c'est-à-dire l'information vraiment personnelle de quelqu'un qui est quelque part. Est-ce qu'on a besoin de savoir que Jean était à telle localisation? Non, on a juste besoin de savoir que Jean était dans le 15e et que voici les lieux qui sont disponibles autour de lui. Comment et à quelle fréquence géolocaliser? Donc ça va être tout un travail que nous faisons à HIO pour adapter la fréquence de géolocalisation autour de lieux cibles, c'est-à-dire les lieux auxquels Jean, dans ce cas-là, va pouvoir trouver des paniers disponibles. Troisième exemple, donc comme j'ai dit, le revenu publicitaire, ce n'est pas quelque chose que nous faisons à HIO, mais j'avais envie de l'inclure pour quand même insister sur le fait que ce n'est pas un cas d'usage qui est exonéré de ces questions. C'est-à-dire qu'une application de jeu mobile qui souhaite augmenter ses revenus publicitaires en permettant aux bases de données publicitaires de publier des données plus pertinentes pour les utilisateurs selon la localisation. Donc ça peut être, par exemple, montrer, je sais pas, faire de la pub pour des services qui sont disponibles autour de l'utilisateur, faire de la pub pour des services qui sont particulièrement en lien avec les habitudes des utilisateurs qui sont reconnus dans le monde réel. Ça, je pense que la tendance a été un peu trop souvent de dire que c'est quelque chose en fait qui est un petit peu caché dans les applications mobiles. C'est-à-dire, c'est typiquement un petit peu comme Antoine a mentionné avec Grindr, avec Candy Crush, avec l'application Candy, pardon. C'est quelque chose qui est demandé tout au début sans vraiment spécifier quelle est la valeur pour les utilisateurs, alors que en réalité, moi je pense que, on pense sincèrement que il faut, même si la valeur c'est d'avoir des pubs plus pertinentes pour l'utilisateur, il faut que l'utilisateur soit au courant de cette valeur qui est disponible et puisse faire un choix très consensueux de est-ce que oui ou non ceci a de la valeur pour lui ou elle. Quel niveau d'identification? Donc ça, c'est le plus gros problème dans la pub, c'est qu'il faut le IDFA ou le AID pour que les bases de données publicitaires puissent concilier les données personnelles avec les autres données dans leur base de données. Et comment et à quelle fréquence géolocaliser? On peut vraiment se demander une application de jeu à quelle fréquence est-ce qu'elle a besoin de la géolocalisation d'un utilisateur, et même on peut se demander un peu ce qu'Antoine a aussi mentionné, c'est pendant combien de temps. C'est-à-dire que si le but c'est de dire que cette personne habite dans telle ville, si c'est ça l'information qui va être communiquée aux bases de données publicitaires, alors il faut que le stockage des données suive cette logique. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de collecter les informations de quelqu'un pendant 10 ans pour simplement savoir quel est son lieu de domicile et dans quelle ville il habite. Donc voilà, je pense que c'est des questions qui sont absolument centrales à se poser quand on fait une collecte de géolocalisation. Et ce qu'on a vu, c'est que
dont le consentement est demandé, va vraiment faire varier les taux d'opt-in entre des taux d'opt-in très très bas, donc entre 30% et 50%, à des taux d'opt-in extrêmement hauts qui peuvent aller jusqu'à 80-90% parce que les utilisateurs comprennent vraiment quelle est la valeur pour eux, comprennent qu'ils vont faire une application mobile qui se soucie de leur vie privée et qui met en place des mesures pour protéger leurs données. Voilà, donc on en vient en best practice. Donc à Hero, ce qu'on préconise pour nos clients applicatifs, c'est d'utiliser un système de ce qu'on appelle des primeurs. Donc, ce qu'on appelle des primeurs, c'est des pages dans l'application qui vont permettre un tas de choses, en fait, qui vont permettre d'éduquer l'utilisateur sur pourquoi est-ce que la localisation est demandée et quelle est la valeur pour il ou elle. Deuxièmement, c'est un primeur qui va aussi permettre de mettre en avant les méthodes de contrôle des données. Donc, informer l'utilisateur que c'est quelque chose, que la collecte de ces données personnelles, eh ben, qu'elle est basée sur son consentement et que surtout l'utilisateur peut à tout moment décider de modifier ses informations personnelles ou demander que ces informations personnelles soient supprimées. Deuxième point. Et puis, troisième point qui est très important, c'est ça va aussi permettre à l'application mobile de jauger l'intérêt de l'utilisateur pour la géolocalisation avant de faire une demande officielle. Donc, si vous voyez dans l'écran de gauche, il faut distinguer notre primeur qui est une page avec la demande plus système qui demande vraiment à l'utilisateur s'ils veulent activer la géolocalisation. Donc, pareil, le primeur en fait va demander à l'utilisateur on aimerait bien faire ça. On pense que la valeur pour vous, c'est ça. Vous pourrez modifier à tout moment. Est-ce que vous êtes d'accord? Si l'utilisateur dit oui, bah, très bien, on demande la géolocalisation. Si l'utilisateur dit non, et ben dans ce cas, on ne demande pas la géolocalisation parce que c'est un utilisateur qui exprimé un avis négatif envers le cas d'usage. Et ce système, il est basé sur le fait que, encore une fois, la géolocalisation n'est pas simplement une logique de oui ou non pour toujours. La demande de géolocalisation doit être basée sur un cas d'usage très précis avec une valeur très précise pour l'utilisateur. Donc, il y aura peut-être des valeurs sur lesquelles l'utilisateur n'est pas trop d'accord et ne veut pas trop partager sa géolocalisation. Et puis, ultérieurement, des mois après, il y aura une autre expérience pour laquelle l'utilisateur y trouvera de la valeur et du coup acceptera de partager sa géolocalisation. Donc voilà, ça c'est les points de valeur des différents primeurs. C'est vraiment donc d'éduquer, de créer de la confiance. On a vu que 80% des Français sont plus enclins de partager leur localisation s'ils ont un moyen d'arrêter ou de définir pendant combien de temps leur localisation est contrôlée. Et puis bien sûr, tester et optimiser. Les pages primaires vont permettre d'empêcher en fait les applications de griller une opportunité de demander la localisation. Voilà. À ce stade-là, du coup, on va passer au moment des questions. Si vous avez quelques questions sur des sujets que Antoine ou moi avons abordés. N'hésitez pas. Hop. Bon. À croire qu'on a été extrêmement clair, Lucas. Exactement. Bon, en attendant que peut-être des personnes communiquent une question, moi j'avais une question pour toi, Antoine. C'est comment est-ce que vous voyez à Didomi le modèle gratuit des applications? C'est-à-dire, il y a des applications qui vont être qui vont baser leur service entièrement sur un revenu publicitaire et qui, du coup, vont quand même baser un petit peu l'existence de leur service sur la communication à des parties tierces. Et je pense que dans la plupart des cas, pour moi, c'est assez clair que la demande de consentement et les limites de la CNIL sont tout à fait sensées et rapportent énormément de valeur à l'utilisateur, donc ça va clairement dans le bon sens. Et je me demande, pour une application comme ça dont le revenu dépend complètement de la pub, comment gérer ça? Comment gérer le consentement? C'est une très bonne question. En fait,
Moi, j'ai tendance à voir les choses de la manière suivante, c'est que il y a une première révolution dans notre quotidien il y a une douzaine d'années avec les premiers smartphones, les applications. Et là, ça a été la création d'une jungle, en fait, où il y avait de la collecte massive de données, sans consentement, on collectait tout et n'importe quoi. Ouais. Et c'était très facile de monétiser parce que les entreprises avaient des budgets. Tout le monde la plupart des gros annonceurs ont mis en place des DSP, travaillent avec des ad serveurs extrêmement avancés. Donc, il y a un écosystème d'advertising qui est très, très poussé, mais on tient absolument pas compte de l'utilisateur dans cette chaîne de valeur. Dans le monde de demain, il y a une nouvelle révolution qui est déjà en marche. C'est celle de la reconquête des droits pour les utilisateurs. Donc, l'utilisateur va vraiment avoir accès aux données qu'il souhaite donner ou non. Il va vraiment faire un choix qui va être effectif. Moi, mon analyse, c'est que le consentement d'un utilisateur va avoir beaucoup plus de valeur du coup. Là, on va pas se mentir, les CPM, ils sont de moins en moins élevés parce que on a de la donnée, je pense qu'il y a 95% de la donnée qui est collectée par les entreprises qui est inutile ou Ouais. qui est pas utilisée. En revanche, si on respecte vraiment le consentement d'un utilisateur, qu'il est bien collecté, ça, c'est énormément de valeur parce que ça veut dire que c'est un utilisateur qui va être réceptif. Donc, les CPM vont augmenter et je pense que les taux de transformation vont également augmenter parce que on va s'adresser à des gens qui sont prêts à avoir de la pub et qui l'ont choisi. Ouais. Et puis surtout, je pense que ça va être la fin de la monétisation à outrance et puis des applis, enfin, désolé du terme, mais des applis un peu bidons. Quand on voit que une appli de lampe torche éditée par un publisher chinois collecte absolument pas de consentement, elle est téléchargée 500 millions de fois et que on collecte la géolocalisation en temps réel, en permanence, et on collecte toutes les infos possibles et imaginables, et qu'on nous demande de nous synchroniser avec notre compte Google, notre compte Facebook, etc. Au bout d'un moment, je pense que ça peut assainir l'écosystème de faire respecter ça. Complètement, complètement. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de, enfin, disons que je crée une application de médias et que mon modèle de revenu va être entièrement basé sur la pub. Est-ce que moi, en termes de comme manière de demander le consentement, est-ce que je vais pouvoir dire ce service est gratuit grâce à la pub. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on partage des informations à des publicitaires? Mais en fait, faire dépendre le service sur l'acceptation de la communication des données. Ça, c'est interdit par la CNIL, n'est-ce pas? Bah, en fait, voilà, faut vraiment faire le distinguo parce qu'un opt-out, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire de pub. On peut faire de la pub malgré un opt-out, sauf qu'on n'a pas le droit d'utiliser de données à caractère personnel, comme l'historique de D'accord. navigation ou des choses comme ça. Donc, on va toujours pouvoir monétiser par ce biais-là. Et est-ce qu'on ne peut pas repenser un petit peu les systèmes publicitaires ou de monétisation dans ce sens en remettant, par exemple, un petit peu au goût du jour la publicité contextualisée, Mhm. des choses comme ça. Donc, D'accord. je pense que les éditeurs vont s'adapter. Nous, de ce qu'on voit de notre clientèle, c'est des virages des axes de réflexion qui sont extrêmement travaillés chez nos clients. C'est des questions qui se posent au quotidien. Quel va être leur modèle de demain? Bien sûr. Donc, la pub va pas s'arrêter du jour au lendemain sur Internet. Elle va être faite différemment. On va avoir de la pub non ciblée qui va augmenter. On va avoir de la pub ciblée dont la valeur va énormément augmenter et les revenus qu'on va pouvoir en tirer aussi. Et on va peut-être réfléchir sur de la publicité qui utilise soit moins de données personnelles, voire plus du tout, soit on va s'appliquer à mieux collecter les consentements utilisateurs avec des mécanismes d'optimisation de la collecte. Mhm. Donc, Ok. c'est que le début du chantier et ça va s'améliorer au fil des années, hein, de toute façon. Nous, on a eu pas mal de cas en disant de clients que je préfère pas trop mentionner, mais qui se disaient ah non, mais si je demande la géolocalisation de cette manière, et ben mon opt-in va baisser. En réalité, à chaque fois, on a eu la conséquence opposée, c'est-à-dire que même pour des use cases, donc nous on fait pas de la pub, mais même pour des use cases plus analyse de l'utilisateur, montrer comment est-ce qu'on l'utilise, et surtout ce dont je parlais avant, bien montrer pendant combien de temps on garde les données, et comment est-ce qu'on gère les agrégats et tout ça. Et bien les utilisateurs, en réalité, eh ben, partagent beaucoup plus leur géolocalisation. Mais moi, je trouve que faut. Je pense qu'il
les utilisateurs, les citoyens vont avoir de plus en plus conscience de leurs droits au fil du temps. Et les gens vont attendre ça de la part d'une marque. Donc une marque qui ne le mettrait pas en place, je pense que son capital confiance va se retrouver sacrément érodé de la part vis-à-vis des utilisateurs. Et en quelque sorte, faire le choix de ne pas permettre à l'utilisateur d'exercer ses droits, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher ou qu'on n'ose pas le demander. C'est clair. Heureusement. Donc, moi, je pense que, pour l'instant, c'est avoir cette réflexion-là, c'est du bricolage entre guillemets, et c'est absolument pas pérenne dans le temps. Et je pense que c'est même peut-être même créer des risques inutiles pour l'avenir de l'entreprise. Ça sert à rien de repousser le problème toujours. Arrivera un moment, soit l'entreprise va se retrouver au pied du mur avec soit une amende, soit une obligation de mise en conformité dans les plus brefs délais. Donc, c'est peut-être en n'anticipant pas du tout ça que le risque est le plus grand. Alors que si on anticipe, parce que quand il y a une mise en demeure qui est publique de la part d'une société, c'est absolument désastreux pour le capital confiance d'une entreprise. Parce que voilà, on est tenu d'afficher sur l'appli, sur le site, un placard en 4x3, mise en demeure parce qu'on n'a pas respecté les données personnelles de nos utilisateurs, qu'on a collecté trop de données sans consentement, etc. C'est absolument désastreux. Donc, je ne sais pas combien de centaines de millions sont investis chaque année en France sur la création d'une image de marque bienveillante, sympathique, de confiance, etc. Tout cet argent peut être ruiné, tous ces investissements du jour au lendemain avec une mise en demeure, en fait. Donc, je pense que maintenant, il est l'heure d'équilibrer un petit peu les prises de risque et de se dire, je vais respecter mes clients, je vais leur permettre d'exercer leurs droits, et si à la rigueur j'ai de l'opt-out, je vais essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai trop de partenaires? Est-ce que c'est parce que j'explique mal pourquoi je collecte les données? Est-ce que je le demande au mauvais moment? Donc, Ouais, complètement. Et là, dans les 8 minutes qui restent, sauf si les participants ont d'autres questions, je suis assez curieux de savoir ce que tu penses, Antoine, un peu du sujet du moment en termes de géolocalisation. C'est l'utilisation de la géolocalisation pour les applications contre le Covid-19. On a nos avis à Kyo, bien sûr. On a été assez surpris de voir déjà de voir en fait des informations assez contradictoires, je trouve, entre la CNIL qui disait du moment qu'il y a du volontariat, c'est-à-dire que l'utilisateur fait un opt-in, il n'y a pas de souci. Et puis après, là, récemment, on était très surpris de voir que Apple et Google allaient dire qu'ils allaient prohibiter l'usage de la géolocalisation pour les apps qui utilisent leur système basé sur le Bluetooth là, de ce qu'ils appellent le contact tracing. Très curieux de savoir ce que vous, Adidomi, vous en pensez de tout ça. alors, je vais pas répondre au nom de Didomi parce que sur ce sujet, je pense que tout le monde a une interprétation assez personnelle. Je vais partager mon avis qui vaut ce qu'il vaut. Euh, Déjà, le point positif, c'est que c'est une appli qui est basée sur le volontariat. Seuls les gens qui veulent la télécharger la téléchargent. Tu parles de De Stop Stop Covid. Covid, oui. Oui, oui. Et en plus de cela, si l'utilisateur est correctement informé, je vois pas où est le problème. Dès lors qu'on explique clairement à l'utilisateur pourquoi on a besoin de la géolocalisation sur ces sujets-là, pour moi, il n'y a pas de problème. Et en sachant qu'en termes de finalité, c'est extrêmement réduit. Il n'y a pas d'usage ou de transmission à des partenaires comme Facebook, etc., à des fins de monétisation ou de création d'un identifiant unique pour des finalités douteuses. Là, c'est simplement pour le bien fondé de la. Il y a quand même une dimension bienveillante pour la société, pour le bien commun, mais si l'utilisateur est correctement informé et qu'il n'est pas obligé de tout accepter, moi, ça ne me pose pas de problème à titre personnel. Aux États-Unis, il y a une initiative du MIT qui est très intéressante sur la manière de collecter les informations pour cet usage. Je trouve qui est très bien parce que c'est très pragmatique, justement. Ils se disent, en fait, donc ça a de la valeur pour arrêter l'épidémie. Donc, c'est essentiel d'utiliser tout ce qu'on a, tous les moyens qu'on a pour calmer cette épidémie. Donc, il faut utiliser la localisation. Par contre, ce qu'ils disent, c'est que la localisation, elle est nécessaire qu'à partir du moment où une personne a été détectée comme infectés. Et du coup, en fait, ils sont en train de développer des applications mobiles
au sein desquelles les données de géolocalisation sont stockées en local, c'est-à-dire ne sont pas du tout communiquées sur un serveur tant que l'utilisateur ne se déclare pas comme infecté. Elles sont gardées que sur une période de 14 jours sur l'application et sur une base en roulement. Et uniquement quand l'utilisateur dit ah bah j'ai été détecté positif, là on lui demande s'il veut partager ses données de localisation, et là elles sont collectées, elles sont mises dans un serveur dont le fonctionnement a été approuvé par une organisation qui gère la confidentialité. Et juste à ce moment-là, en fait, ces données personnelles sont partagées. Ce que je trouve très intéressant, et c'est justement un peu dans ma section, ce que je voulais communiquer, c'est vraiment cette logique il faut être pragmatique, il faut maximiser la valeur tout en minimisant l'exposition, le partage des informations personnelles pour que cette valeur soit atteinte. Mais ça, moi, je trouve que c'est une approche qui est bien parce qu'elle est très novatrice dans la manière de fonctionner. Le fait d'utiliser le local storage et de pas mutualiser cette donnée dans des serveurs et de la rendre accessible à trop de partenaires, est-ce que c'est pas une nouvelle manière de fonctionner au niveau des données à caractère personnel dans les applications? Moi, je pense que ça peut avoir du sens de démocratiser un petit peu ces principes-là. Ouais, complètement. Tac. Donc, toujours pas de questions? Bon, bah, dans tous les cas, on va vous envoyer le support qu'on a utilisé aujourd'hui. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers Lucas et moi. On se fera une joie de répondre à tous les points qu'on n'a pas forcément traités aujourd'hui. Et du coup, on vous remercie de votre participation. Absolument. Merci beaucoup à tous et merci Antoine, c'était un Bah, moi plaisir. aussi, Lucas. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.